Septembre 1944, Fort Evans, Massachusetts. L'air automnal était vif et chargé de possibilités. Un train de transport, amenant 47 prisonnières de guerre allemandes, s'arrêta dans la gare, dans un crissement métallique qui résonna sur le quai. Greta Müller colla son visage contre la fenêtre barrée, le cœur battant de terreur. La propagande nazie lui avait promis un paysage sauvage et bombardé, peuplé d'Américains brutaux qui la tortureraient sans pitié. Au lieu de cela, elle découvrit des collines verdoyantes, parsemées de bâtiments intacts, des Américains vêtus proprement vacants à leurs occupations quotidiennes, des enfants jouant au loin. Mais ce qui la frappa le plus fut la vision la plus inattendue. Des soldats américains s'approchant de leurs wagons avec des gobelets d'eau. Pas d'armes, pas de chaînes, juste de l'eau. Ils la proposèrent librement, sans qu'on la leur demande, sans exigence ni condition. Les mains de Greta tremblèrent lorsqu'elle accepta le gobelet. Ce n'étaient là pas les monstres qu'on lui avait appris à craindre. Ils étaient simplement bienveillants. Avant de plonger dans cette incroyable histoire vraie, abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres récits choquants et méconnus de l'histoire. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore voir jusqu'où ces histoires extraordinaires voyagent à travers le monde. Le train de transport, amenant 47 prisonnières de guerre allemandes, s'immobilisa en tremblant à la gare de Fort Evans, ses freins laissant échapper un long soupir las, qui semblait refléter l'épuisement de toutes les personnes à bord. Greta Müller pressa son visage contre les barreaux froids de la fenêtre, son souffle embuant la vitre, tandis qu'elle regardait dehors ce qui aurait dû être son pire cauchemar devenu réalité. Pendant des mois, la machine de propagande nazie avait peint des tableaux vivants de ce qui attendait les prisonniers allemands en Amérique. Des terres dévastées, des villes rasées où des Américains désespérés vivaient comme des animaux parmi les ruines, des geôliers brutaux qui torturaient les femmes allemandes par plaisir pour venger chaque soldat allié perdu. Greta avait passé toute la traversée de l'Atlantique à se préparer à l'enfer sur Terre, à fortifier son esprit contre les horreurs qui l'attendaient sûrement. Au lieu de cela, elle se retrouva face à des collines du Massachusetts couvertes des verts profonds du début de l'automne. Des bâtiments intacts bordaient des rues bien ordonnées, où des Américains en vêtements propres et bien coupés marchaient dans un pas tranquille. Les rires des enfants portés par l'air vif de septembre provenaient d'une aire de jeu proche, où un groupe de garçons se poursuivait autour d'un portique. Leur joie intacte, sans l'ombre de la guerre qui avait assombri chaque recoin de son pays natal depuis des années. Mais ce qui arriva ensuite ébranla les fondations mêmes de tout ce que Greta croyait savoir sur l'Amérique et les Américains. Un groupe de soldats américains s'approcha du wagon, leurs uniformes impeccables, leurs visages calmes plutôt que cruels. Dans leurs mains, ils ne tenaient ni armes ni entraves, mais de simples gobelets métalliques remplis d'eau. Sans qu'on le leur demande, sans exigence ni condition, ils commencèrent à tendre ces gobelets à travers les barreaux aux femmes allemandes à l'intérieur. « De l'eau », dit un jeune soldat en allemand soigneusement accentué, d'une voix douce plutôt qu'autoritaire. « Vous devez avoir soif après ce long voyage. » Greta fixa le gobelet tendu comme s'il pouvait être empoisonné, son esprit luttant pour concilier ce simple acte de miséricorde avec des années d'endoctrinement sur la brutalité américaine. Autour d'elle, les autres femmes chuchotaient en allemand, la voix tendue par la suspicion. « C'est un piège », siffla Ingrid Weber, une jeune auxiliaire qui s'était accrochée à l'idéologie nazie tout au long de leur capture et de leur transport. « Ils nous engraissent avant que la vraie torture commence. » Mais la gorge de Greta était sèche, ses lèvres gercées par le voyage, et quelque chose dans le regard du soldat, une bonté humaine élémentaire qu'elle n'avait pas espéré trouver, la poussa à tendre des doigts tremblants pour accepter le gobelet. L'eau était fraîche et pure, ne goûtant que le soulagement. Tandis que les femmes passaient par la zone de réception du camp, Greta se prépara à la violence qu'on lui avait promise. Au lieu de cela, elle se retrouva face au capitaine Margaret Walsh, une infirmière irlando-américaine dont l'efficacité masquait une profonde empathie. Le capitaine Walsh leur parla en allemand prudent, expliquant les règles du camp avec une patience qui frôlait la tendresse. « Vous recevrez 3 repas par jour, dit le capitaine Walsh,
sa prononciation soigneuse mais bienveillante. Des soins médicaux si nécessaire. Vous pourrez écrire à vos familles. Personne ne vous fera de mal ici. Ces mots semblaient irréels, comme un rêve dont Greta craignait de se réveiller à tout moment. Elle observa le personnel américain accomplir ses tâches avec un calme professionnel, plutôt qu'avec la haine sauvage qu'on lui avait appris à attendre. Ces gens semblaient presque normaux, humains. Ce soir-là, allongée sur sa couchette étroite dans le baraquement des femmes, Greta surprit les conversations chuchotées de ses compagnes de captivité. La peur dominait encore leur voix, les années de propagande ne s'effaçant pas facilement devant quelques heures de gentillesse inattendue. « Ne leur faites pas confiance », murmura Ingrid avec véhémence depuis la couchette voisine. « Mon frère m'avait mis en garde avant de partir sur le front russe. Les Américains sont rusés dans leur cruauté. Ils vous font espérer avant de vous détruire. » Mais ce ne furent pas les avertissements chuchotés qui empêchèrent Greta de dormir cette nuit-là. Ce fut la lettre arrivée pendant le traitement administratif. Une lettre de chez elle qui apportait des nouvelles qui la entrèrent d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. L'écriture soigneuse de sa mère racontait un nouveau bombardement sur Hambourg. Des voisins tués, des maisons détruites, des cartes de rationnement qui fournissaient à peine de quoi survivre. La lettre dépeignait un tableau de souffrance et de désespoir qui contrastait cruellement avec les liens propres, la nourriture suffisante et la dignité humaine élémentaire que Greta avait déjà connue en un seul jour comme prisonnière américaine. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. Elle était peut-être plus en sécurité comme prisonnière en Amérique que sa famille ne l'était comme citoyen libre en Allemagne. L'ironie était dévastatrice, la culpabilité écrasante. Pendant qu'elle dormait sur un vrai matelas et buvait de l'eau propre librement offerte, sa mère et sa sœur se blottissaient dans des abris anti-aériens, se demandant si elle survivrait à une nouvelle nuit. Cette connaissance devint son fardeau secret, un poids qu'elle porta seule dans l'obscurité du baraquement. Dehors, elle entendait les bruits lointains de la vie américaine qui continuait son rythme normal. Des voitures passant sur les routes proches, une radio diffusant de la musique quelque part dans le camp, les rires détendus de soldats en permission partageant des histoires. C'était le son d'un monde qui croyait encore en l'avenir, un monde où l'espoir n'était pas rationné comme le pain et la dignité. Pour la première fois depuis sa capture, Greta Mueller se permit de se demander si tout ce qu'on lui avait raconté sur l'Amérique, sur les Américains, sur cette guerre elle-même, n'avait pas été un mensonge. 3 jours après le début de sa captivité, Greta fut affectée au travail à l'hôpital du camp aux côtés du capitaine Walsh. Cette affectation lui fit l'effet d'entrer dans un monde complètement différent, où sa formation médicale à la Croix-Rouge allemande comptait soudain plus que son statut de prisonnière ennemie. Le capitaine Walsh avait examiné son dossier avec le sérieux de quelqu'un qui voyait les compétences avant la nationalité. Et en quelques heures, Greta se retrouva à faire ce qu'elle avait toujours le mieux fait, soigner ceux qui avaient les besoins de guérison. L'hôpital sentait l'antiseptique et l'espoir, un contraste marqué avec les postes médicaux de fortune qu'elle avait connus en Allemagne, où les fournitures étaient de rares, et la mort une visiteuse fréquente. Ici, les armoires à médicaments étaient bien approvisionnées, les bandages propres et abondants, et les patients recevèrent des soins selon leurs besoins plutôt que selon leur affiliation politique. Le 3e matin à l'hôpital, un tumulte éclata dans le coin, où plusieurs enfants allemands étaient logés, enfants d'autres prisonnières capturées avec leur mère. Un tout petit, d'à peine 2 ans, avait développé une forte fièvre pendant la nuit et pleurait maintenant sans consolation, malgré les tentatives désespérées de sa mère pour le calmer. Le capitaine Walsh se tenait au chevet de l'enfant, son expertise médicale évidente dans son diagnostic rapide, mais ses tentatives d'examen se heurtaient à des cris de terreur. L'enfant n'avait jamais vu un Américain d'aussi près, et dans son état fiévreux, l'apparence étrangère ne faisait qu'amplifier sa peur. « Il ne me laisse pas l'approcher », dit doucement le capitaine Walsh à Greta, la frustration et l'inquiétude véritable se disputant dans sa voix. Sa température est dangereusement élevée, mais chaque fois que je m'approche, sans réfléchir, Greta s'avança au chevet de l'enfant et commença à chanter doucement en allemand
une berceuse que sa propre mère avait chantée à son frère quand il était petit. La mélodie était simple, ancienne, portant le poids de générations de mères, apaisant des enfants à travers les souffrances et l'amour humain. L'effet fut immédiat. Les pleurs du petit garçon s'adoucirent en gémissements, ses yeux fiévreux se fixant sur le visage de Greta avec une confiance désespérée que seuls les enfants peuvent offrir. Tandis qu'elle continuait à chanter, elle posa délicatement un linge frais sur son front, ses gestes exercés et tendres. En quelques minutes, elle parvint à lui faire boire de l'eau et finalement à le laisser se faire examiner correctement par le capitaine Walsh. Le capitaine Walsh observa cette transformation en silence, et Greta sentit quelque chose changer dans la perception de l'Américaine. Pour la première fois depuis son arrivée, Greta était vue non comme l'ennemi ou même comme la prisonnière allemande, mais simplement comme une femme qui savait apaiser un enfant effrayé. « Votre façon de vous y prendre avec les enfants », dit plus tard le capitaine Walsh, tandis qu'elles nettoyèrent les instruments médicaux ensemble, le ton soigneusement neutre mais curieux. « Vous avez de l'expérience. »« J'ai aidé à élever ma petite sœur », répondit Greta dans son anglais hésitant, surprise elle-même de sa volonté de partager des détails personnels. « Et à l'hôpital de Hambourg, nous voyons beaucoup d'enfants. La guerre rend tout le monde effrayé. » La conversation resta suspendue entre elles, timide mais réelle. Deux professionnels de la médecine trouvant un terrain commun dans leur vocation partagée de soigner. Pendant ce temps, au-delà des murs de l'hôpital, Dorothy Hayes effectuait sa livraison hebdomadaire de pain frais à la cuisine du camp, un contrat qui assurait un revenu stable à son petit café tout en soutenant l'effort de guerre. Elle avait délibérément évité de trop regarder les prisonnières allemandes lors de ses visites précédentes, refusant de voir des visages qui pourraient compliquer les lignes nettes de son chagrin pour la mort de Jimmy. Mais ce matin-là, alors qu'elle transportait les pains par l'entrée de la cuisine, un mouvement aperçu par une fenêtre attira son attention. Dans la salle de l'hôpital au-delà, elle vit une femme allemande, jeune, aux gestes soigneux, pansant tendrement la plaie infectée d'une autre femme. Les mouvements de la prisonnière étaient doux, professionnels, entièrement concentrés sur le soulagement de la souffrance de sa patiente. Cette scène frappa Dorothy comme un coup physique, non parce qu'elle était choquante, mais parce qu'elle était douloureusement familière. La même attention minutieuse, la même compassion instinctive qu'elle avait vue chez son fils Jimmy enfant quand il trouvait des oiseaux blessés ou consolait des plus petits qui s'étaient écorchés les genoux. Cette reconnaissance était importune et indéniable. Cette prisonnière ennemie possédait la même bonté essentielle qui avait défini le caractère de son fils. Dorothy se força à détourner le regard, mais l'image persista, tandis qu'elle terminait sa livraison et rentrait chez elle à travers les rues familières de sa petite ville du Massachusetts. Comment l'ennemi pouvait-il montrer une telle tendresse? Comment quelqu'un élevé sous l'idéologie nazie pouvait-il manifester le même soin doux qui avait rendu Jimmy si spécial? Ce soir-là, Greta découvrit quelque chose qui deviendrait un secret précieux. En rentrant de l'hôpital au baraquement, elle aperçut un petit objet brillant dans la poussière. Près de la clôture, un penny américain, cuivre éclatant, captant la dernière lumière du jour. Elle le ramassa avec émerveillement, le tournant dans sa paume. En Allemagne, les pièces étaient en fer depuis des années, le cuivre étant réservé à la machine de guerre. Cette petite monnaie américaine était faite de vrai cuivre, solide et substantiel, d'une manière qui parlait d'une abondance qu'elle n'avait jamais imaginée possible. C'était une si petite chose, ce penny, mais il représentait quelque chose de profond. Une nation qui pouvait encore se permettre de fabriquer ses plus petites pièces en métal précieux. Un peuple qui vivait dans l'abondance même en menant une guerre mondiale. Greta glissa la pièce dans sa poche où elle resterait comme un rappel tangible. Que tout ce qu'on lui avait enseigné sur la souffrance et le désespoir américain était fondamentalement faux. Allongée sur sa couchette cette nuit-là, le penny tiède contre sa paume, Greta commença à comprendre que sa captivité lui apprenait peut-être plus que la simple survie. Elle lui apprenait peut-être à voir le monde clairement pour la première fois de sa vie. La notification de la Croix-Rouge arriva par un matin d'octobre frais.
annonçant une inspection officielle du camp de prisonniers de guerre qui inclurait des observateurs civils de la communauté locale. Pour Dorothy Hayes, l'invitation à participer ressemblait à la fois à une opportunité et à un piège. Une chance de voir de ses propres yeux comment l'Amérique traitait ses prisonniers allemands, mais aussi un test de sa résolution patriotique dont elle n'était pas sûre d'être prête. Elle avait passé 3 semaines à essayer d'oublier l'image de la femme allemande, soignant tendrement une compatriote. Mais le souvenir persistait avec une clarté obstinée. Contre son meilleur jugement, contre la voix dans sa tête qui ressemblait remarquablement à celle de son défunt mari, lui rappelant que ces gens étaient responsables de la mort de Jimmy, Dorothy se porta volontaire comme observatrice. Le matin de l'inspection se leva clair et froid, avec cette lumière automnale qui rendait tout nettement défini. Dorothy arriva aux portes du camp, vêtue de sa meilleure robe et portant l'insigne d'étoile d'or qui la désignait comme mère d'un soldat tombé. Incertaine si elle était là pour confirmer sa haine ou pour la défier. Les responsables de la Croix-Rouge guidèrent le petit groupe de civils à travers les différentes installations du camp. La visite était soigneusement orchestrée pour démontrer le respect par l'Amérique du droit international concernant le traitement des prisonniers. Dorothy observa dutifully les baraquements propres, les zones de préparation des repas suffisantes, les installations récréatives où les femmes allemandes pouvaient lire des livres et écrire à leur famille. Mais ce fut dans la salle de classe improvisée que tout bascula pour Dorothy, d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Une jeune enseignante américaine, Mademoiselle Patterson, se tenait devant un tableau couvert de mots anglais simples et de leur traduction allemande. Autour d'elle, une douzaine de femmes allemandes étaient assises avec cahiers et crayons, le visage illuminé par la concentration, tandis qu'elles pratiquaient la prononciation. Quand Mademoiselle Patterson pointa le mot « beautiful » et demanda une volontaire pour l'employer dans une phrase, plusieurs mains se levèrent avec enthousiasme. « Les arbres d'automne sont beaux ici », dit une prisonnière dans un anglais prudent, son accent épais, mais son effort évident. Mademoiselle Patterson sourit chaleureusement et hocha la tête. « Excellent, Maria. »« Et oui, ils sont beaux, n'est-ce pas? En Allemagne, avez-vous des couleurs d'automne comme celle-ci? » Ce qui suivit fut une discussion douce sur les changements de saison, les couleurs préférées, les souvenirs du pays natal qui n'avaient rien à voir avec la guerre ou l'idéologie, mais tout avec l'expérience humaine partagée. Les femmes allemandes rirent de leurs propres erreurs de prononciation, s'aidèrent mutuellement avec les mots difficiles et parlèrent avec une réelle gratitude de la gentillesse de leur enseignante américaine. Dorothy observa cet échange avec un malaise croissant. C'était pas les fanatiques nazis endurcis qu'elle s'attendait à voir. C'étaient des femmes qui semblaient sincèrement reconnaissantes de l'opportunité d'apprendre, qui traitaient leur instructrice américaine avec respect et chaleur, qui paraissaient normales, humaines, complexes. Cette révélation était profondément dérangeante, car elle menaçait la structure soigneuse du chagrin de Dorothy, bâtie sur des lignes claires entre bien et mal, victimes et bourreaux, nous et eux. 2 jours après la visite de la Croix-Rouge, une nouvelle dévastatrice arriva qui mit à l'épreuve tous les liens fragiles qui avaient recommencé à se former à Fort Devens. La lettre passa par les canaux officiels, son contenu se répandant dans le camp à la vitesse d'un feu de forêt. L'attentat du 20 juillet contre Adolf Hitler avait échoué, et les enquêtes qui suivirent jetaient un large filet de suspicion à travers l'Allemagne. Greta apprit la nouvelle par un message rapidement passé en contrebande par une autre prisonnière dont la famille avait des liens avec la résistance. Plusieurs femmes allemandes à Fort Devens avaient des proches qui pouvaient être impliqués dans le complot. Enseignants, fonctionnaires, même des cousins éloignés qui avaient exprimé des doutes sur la guerre. La réponse nazie fut rapide et impitoyable, avec des arrestations massives et des exécutions devenant quotidiennes. La peur qui traversa le camp était palpable et justifiée. Ces femmes, déjà séparées de leurs familles par la guerre et la capture, affrontaient maintenant la possibilité que leurs proches ne soient pas torturés ou tués pour le crime d'avoir espéré arrêter Hitler. L'ironie était écrasante. Elles avaient trouvé sécurité et traitement décent dans la captivité américaine, tandis que leurs familles subissaient la brutalité nazie pour le simple désir de paix. Greta passa cette nuit-là éveillée, fixant le plafond du baraquement, tandis qu'autour d'elle, d'autres femmes pleuraient doucement dans leurs oreillers.
Elle serrait le penny américain dans sa poche, son poids solide lui semblant maintenant moins un symbole d'abondance qu'un rappel cruel de la distance entre sa sécurité et le danger de sa famille. Le capitaine Walsh la trouva en train de pleurer dans le placard à fourniture de l'hôpital le lendemain matin, les épaules secouées par un chagrin qu'elle avait essayé de garder privé. Pendant un moment, elles restèrent simplement là, officier américain et prisonnière allemande, séparées par la langue et la nationalité, mais unies dans leur compréhension de ce que signifiait craindre pour ses proches en temps de guerre. « Ma mère », murmura Greta en anglais brisé, la voix épaisse de larmes. « Ma sœur, elles pourraient être… » Le capitaine Walsh regarda rapidement autour d'elle, puis s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Greta. C'était un petit geste, techniquement contraire au règlement, mais profondément humain dans sa simplicité. « Je sais », dit doucement le capitaine Walsh. « Je sais ce que c'est d'avoir peur pour sa famille. » À cet instant, malgré les règlements, les protocoles et l'immense machinerie de la guerre qui les avait rendus ennemis, deux femmes se retrouvèrent liées par l'expérience universelle de l'amour, de la peur et de l'impuissance terrible de ne pas pouvoir protéger ceux qui comptent le plus. La percée arriva par un après-midi gris de novembre, lorsque Dorothy Hayes apparut à la porte du camp. Un vieux dictionnaire allemand-anglais relié cuir sous le bras. Elle avait lutté avec cette décision pendant des semaines, le dictionnaire trônant sur sa table de cuisine comme un reproche chaque matin pendant qu'elle buvait son café seule. Il avait appartenu à Jimmy, acheté avec son propre argent avant son départ, parce qu'il croyait que comprendre son ennemi était la première étape pour comprendre le monde. « Je voudrais voir une des prisonnières allemandes », dit Dorothy au garde à la porte, la voix plus assurée qu'elle ne l'était réellement. « Celle qui travaille à l'hôpital. J'ai quelque chose qui pourrait l'aider à écrire à sa famille. » Le garde, reconnaissant Dorothy à la fois comme fournisseuse régulière et mère d'un soldat tombé, fit le nécessaire. 1 heure plus tard, Dorothy se retrouva assise face à Greta Müller, dans une petite salle de visite, le dictionnaire posé soigneusement sur la table entre elles comme un pont en attente d'être franchi. « Votre fils ?» demanda Greta en anglais prudent, désignant le nom écrit au crayon délavé à l'intérieur de la couverture. « James Hayes. » Dorothy hocha la tête, surprise par la perspicacité de la femme allemande. « Jimmy, il avait 20 ans quand il était mort en Normandie. » Les mots restèrent suspendus entre elles, lourds de chagrin et du terrible calcul de la guerre qui prenait les jeunes hommes à leur mère et laissait des chaises vides aux tables de cuisine. Les yeux de Greta se remplirent de larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. « Je suis désolée », murmura-t-elle, et Dorothy entendit dans sa voix le genre de douleur qui transcende nationalité et uniforme. « Mon frère Karl, il est mort aussi, en Russie, pas au combat, de maladie dans les tranchées. » Ce qui suivit fut une conversation hésitante, menée en fragments d'anglais et d'allemand élémentaire, 2 langues luttant pour porter le poids d'une perte partagée. Dorothy apprit que Karl avait à peine 18 ans, enrôlé dans une guerre qu'il ne comprenait pas, pour des causes qu'il n'avait jamais choisies. Greta apprit que Jimmy s'était porté volontaire le lendemain de Pearl Harbor, poussé par le devoir, mais portant avec lui une croyance fondamentale en la bonté humaine que même la guerre n'avait pu détruire. Tandis qu'elle parlait, Dorothy se surprit à étudier le visage de Greta. La façon dont ses yeux se plissaient légèrement quand elle souriait, la manière soigneuse dont elle manipulait le dictionnaire comme s'il était en verre, le geste inconscient de toucher une petite cicatrice sur sa main gauche qui parlait d'innombrables heures passées à soigner les autres. Ce n'était pas le visage de la haine fanatique que Dorothy s'attendait à voir. C'était le visage de quelqu'un qui avait perdu autant qu'elle-même. Quelqu'un qui comprenait que la guerre prenait d'abord les meilleurs et laissait les autres apprendre à vivre avec leur absence. « Il vous écrivait ?» demanda Greta, désignant la pile de lettres que Dorothy avait apportées, l'écriture de Jimmy visible à travers le papier fin. « Toutes les semaines ?» répondit Dorothy, la voix chargée de souvenirs. Même à la fin, même quand c'était difficile, il trouvait toujours quelque chose de positif à me raconter. Elle sortit une des dernières lettres que Jimmy avait envoyées, datée de quelques jours avant le débarquement en Normandie.
Avec des mots hésitants et de fréquentes références au dictionnaire, elle commença à en traduire des passages pour Greta. Jimmy avait écrit sur le partage de ses rations avec un prisonnier allemand blessé qu'ils avaient capturé, sur l'apprentissage de phrases anglaises élémentaires à cet homme pour qu'il puisse demander de l'eau ou des soins médicaux. Sur l'étrange expérience de voir la peur et la douleur dans des yeux ennemis et de les reconnaître identiques aux siens. « Votre fils », dit lentement Greta, cherchant les bons mots en anglais. Il voyait la personne, pas l'uniforme. Dorothy hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues maintenant. Oui, c'était Jimmy. Il voyait des personnes partout. La conversation dura 2 heures, passant du chagrin au souvenir à un partage timide d'espoir pour l'avenir. Dorothy apprit que Greta avait rêvé de devenir enseignante avant la guerre, qu'elle aimait la musique et le jardinage, qu'elle s'inquiétait constamment pour sa mère et sa petite sœur restée à Hambourg. Greta apprit que Dorothy avait bâti son petit café de rien, qu'elle s'était mariée jeune et était devenue veuve jeune, que Jimmy avait été sa plus grande joie et sa plus grande peur dès l'instant de sa naissance. Quand l'heure de la visite toucha à sa fin, le capitaine Walsh apparut dans l'encadrement de la porte pour raccompagner Greta à la salle de l'hôpital. Elle avait observé de loin, touchée par la vue de 2 femmes, trouvant un lien à travers l'immense fossé de la guerre et de la nationalité. « Madame Hayes », dit doucement le capitaine Walsh, « merci d'être venue. Je pense que cela a beaucoup compté. » Dorothy se leva lentement, les jambes raides d'être restée assise, le cœur à la fois plus lourd et plus léger qu'à son arrivée. « Le dictionnaire », dit-elle à Greta. « Gardez-le. Utilisez-le pour écrire à votre famille. Jimmy l'aurait voulu. » Greta accepta le livre de main, légèrement tremblante, comprenant l'ampleur du cadeau. « Je le ferai. Je me souviendrai de votre fils et je me souviendrai de votre gentillesse. » Tandis que Dorothy rentrait chez elle, à travers les rues familières de sa ville, elle emportait avec elle le début d'une compréhension qui allait défier tout ce qu'elle croyait savoir sur les ennemis et le pardon, sur l'honneur et la vraie signification d'honorer la mémoire de son fils. Le projet avait pris forme discrètement depuis des semaines. Un petit événement d'échange culturel où les femmes allemandes pourraient montrer des artisanats traditionnels à des familles locales, partageant des savoir-faire comme la sculpture sur bois, la broderie et la fabrication du pain qui transcendaient les frontières politiques. Le capitaine Walsh avait défendu l'idée, convaincu que la connexion humaine était la base la plus solide pour une paix durable. Dorothy s'était portée volontaire pour aider à l'organisation, se surprenant elle-même par son enthousiasme pour quelque chose qui l'aurait horrifiée quelques mois plus tôt. Les préparatifs avaient donné au camp un sentiment de but et d'espoir presque tangible. Greta travaillait sur de petits anges en bois sculptés dans des chutes de bois, avec des outils empruntés à l'atelier d'entretien du camp. Ses mains se rappelaient les techniques que son père lui avait enseignées enfant, et chaque figurine délicate semblait porter les souvenirs d'une vie d'avant-guerre, quand la beauté pouvait exister pour elle-même, plutôt qu'au service de la propagande ou de la survie. Puis arriva la nouvelle, qui brisa tout ce qu'elles avaient reconstruit ensemble. L'annonce passa par les canaux militaires officiels par un matin de décembre glacial. L'événement d'échange culturel était annulé sine die. Aucune explication ne fut fournie, mais tout le monde comprenait la vraie raison. La nouvelle de l'événement avait fuité dans la communauté locale et la réaction avait été rapide et brutale. Fraterniser avec des nazis, disaient les voix en colère, danser pendant que nos garçons meurent outre-mer. La critique ne se limita pas aux murmures. Elle apparut dans des lettres au rédacteur en chef du journal local, dans des débats enflammés aux réunions municipales, dans des questions pointues adressées à quiconque associé au camp osait faire ses courses en ville. Dorothy subit le plus gros de la colère de la communauté parce que sa participation était vue comme la trahison ultime. Elle était une mère d'étoiles d'or, quelqu'un qui aurait dû incarner la haine juste plutôt qu'une miséricorde mal placée. Les autres femmes de son église commencèrent à l'éviter après les offices, les conversations s'arrêtant brusquement quand elle entrait dans une pièce, les anciennes amitiés se refroidissant en politesse distante. Madame Henderson, dont le mari siégeait au conseil municipal, confronta Dorothy devant la poste avec une fureur vertueuse dans les yeux.
Comment pouvez-vous faire cela à la mémoire de Jimmy? Exigea-t-elle assez fort pour que la moitié de la rue entende. Comment pouvez-vous sourire à ceux qui ont tué nos fils? Les mots frappèrent de Dorothy comme des coups physiques, chacun visant précisément ses vulnérabilités les plus profondes. Elle n'avait pas de réponse qui aurait satisfait Madame Henderson, ou la foule croissante de spectateurs hochant la tête en approbation sévère. Comment pouvait-elle expliquer que connaître Greta l'avait en quelque sorte rapproché de la compréhension de Jimmy plutôt que de l'en éloigner? Comment pouvait-elle leur faire voir que la miséricorde n'était pas l'oubli, que la compassion n'était pas la trahison? La pression montait chaque jour. Les clients commencèrent à éviter son café, préférant conduire plus loin pour leur café du matin plutôt que de soutenir quelqu'un qui fréquentait des ennemis. Des notes anonymes apparurent sous sa porte, mettant en doute sa loyauté et suggérant qu'elle déménage dans un endroit qui apprécierait ses sympathies nazies. L'isolement était écrasant, aggravé par le fait que Dorothy comprenait leur colère même si elle lui brisait le cœur. Dans le camp, l'annulation de l'événement culturel provoqua des vagues de déception et de blessures chez les femmes allemandes qui s'étaient permis d'espérer une véritable connexion humaine. Greta se replia sur elle-même, les anges en bois qu'elle avait sculptés avec tant de soin, paraissant maintenant une naïveté enfantine. Elle cessa de parler anglais pendant ses gardes à l'hôpital, revenant à l'allemand et ne communiquant avec le capitaine Walsh que par gestes et nécessités médicales. Les liens timides qui s'étaient là formés entre gardes et prisonnières, entre personnel américain et femmes allemandes, commencèrent à s'effilocher sous le poids du désaveu de la communauté. Même le capitaine Walsh se retrouva sous le feu des critiques de ses supérieurs, qui se demandaient si sa compassion médicale n'avait pas évolué en quelque chose d'inapproprié en temps de guerre. Ingrid Weber, qui avait toujours vu les amitiés naissantes avec une profonde suspicion, saisit l'annulation comme preuve de ce qu'elle avait soutenu dès le début. « Vous voyez, dit-elle aux autres femmes allemandes réunies dans le baraquement après le repas du soir. Ils feignent la gentillesse pour nous affaiblir, puis ils nous écrasent, quand cela leur convient. Voilà la miséricorde américaine, un mensonge conçu pour briser nos esprits. » Ces mots trouvèrent un terrain fertile chez des femmes qui s'étaient permis d'espérer et ressentaient maintenant la morsure aiguë de la déception. Certaines qui avaient adopté les leçons d'anglais et anticipèrent l'échange culturel se demandèrent maintenant si elles avaient été naïves de croire aux promesses américaines de traitement équitable. Greta resta allongée sur sa couchette étroite cette nuit-là, fixant le plafond et se demandant si Ingrid n'avait pas eu raison depuis le début. Peut-être que la gentillesse n'était qu'une autre arme, plus subtile que la cruauté physique, mais finalement plus dévastatrice parce qu'elle exigeait que les victimes participent à leur propre manipulation en ouvrant leur cœur. Les anges en bois reposaient dans une petite boîte sous son lit, symbole d'espoir qui paraissait maintenant la preuve de sa propre sottise. Dehors, l'hiver s'installait sur le Massachusetts avec une rigueur particulière, le froid s'infiltrant à travers les murs des baraquements et glaçant plus que l'air seul. Il semblait geler la possibilité même de connexion humaine, laissant tout le monde, prisonnières et geôliers, se demander si la brève chaleur qu'ils avaient à partager avait été réelle ou simplement une dangereuse illusion.